Maintenant, je vais recevoir alors Julie Gozelvez, Chief Marketing Officer de Climeworks. Alors tout à l'heure, on parlait, d'ailleurs Rachel l'a évoqué, en fait, il y a le travail effectivement sur le climat. Il y a une partie data, il y a une partie network et solutions avec lesquelles on peut travailler. Et je vous en parlais au début aussi. Nous, c'est Climeworks. On travaille ensemble depuis un petit moment maintenant. Et en fait, ça fait partie des solutions justement qui peuvent venir équiper une stratégie et qui sont aujourd'hui, si elles passent à l'échelle, et tu vas nous en parler, sont clairement en capacité de venir travailler sur le sujet du climat de façon très puissante. Alors, est-ce que tu peux déjà juste simplement nous expliquer ce que c'est Climeworks et puis où est-ce que vous en êtes? Avec plaisir. Donc Climeworks, c'est une société qui capture le CO2 directement de l'atmosphère, puisqu'il y en a trop. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et donc a une technologie unique qui ensuite est installée dans des usines. Une fois que ce CO2 il est capté, il peut être soit recyclé, mais principalement stocké de façon permanente pour un peu finalement retour pour le futur. Donc retour à des niveaux de CO2 qui sont acceptables dans l'atmosphère pour permettre un futur plus vivable pour nous, pas pour la planète, elle s'en sortira très bien, mais vraiment pour l'humanité. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Ça fait un peu plus de 12 ans que la société existe, donc avec une grosse partie dans les labos, pour vraiment avoir une technologie qui fonctionne. Donc les degrés de concentration, c'est un petit peu moins de 0,5% de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça vous donne une idée des volumes qu'il faut déplacer et filtrer pour avoir des quantités de CO2 qui peuvent avoir un impact. Donc voilà, donc le résultat de ça, c'est que finalement on produit des crédits carbone, des crédits qui sont des crédits de retrait et pas des crédits de compensation, et aujourd'hui qu'on vend à des sociétés. Donc ça, c'est le modèle un peu B2B, et puis on a aussi un business B2C, donc chacun d'entre vous peut aujourd'hui participer à cet effort de retrait de CO2 directement sur notre site, mais ça, je dirais que ça a plus une vocation symbolique d'engagement d'une certaine communauté, d'individus. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 14 000 clients, mais l'impact, il va vraiment venir des sociétés qui vont rejoindre tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On a ouvert 2 usines à échelle commerciale. La première en 2017, donc quelques kilomètres autour de Zurich, qui est là où la société a été fondée, qui est spécialisée dans la capture et le recyclage, donc qui fournit le CO2 comme matière première à certaines industries. Donc par exemple, on a Coca-Cola, qui a une usine en Suisse et qui utilise le CO2 pour la gasification de leur eau minérale. Une marque de diamants, une marque et des procédés aussi agricoles, donc naturels. Donc le fait de, par exemple, surcharger les atmosphères de serre va permettre d'accélérer la photosynthèse et donc de produire naturellement plus dans ces systèmes. Et principalement, je dirais vraiment, là, nous, on voit l'avenir, c'est 2021, ouverture, donc fin d'année dernière, d'une usine en Islande qui capture le CO2 et le stocke de façon permanente en le transformant en pierre. Donc nous, on est vraiment au milieu de cette supply chain, dans le sens où finalement l'atmosphère, on peut la trouver n'importe où. Le CO2 est très homogène, il est réparti de façon très homogène dans l'atmosphère. Mais donc on se situe sur des sites où on peut trouver de l'énergie renouvelable. Ça, c'est notre philosophie, et c'est exclusivement ce à quoi on fonctionne, et du stockage. Et donc d'où l'Islande. On est à proximité de la 2e plus grande centrale géothermique du monde. Et ça fait aussi une petite dizaine d'années que des scientifiques islandais travaillent sur on va dire l'accélération de ce processus naturel qui est de transformer le CO2 en pierre, simplement en le mélangeant avec de l'eau, et au contact du basalte qui constitue 90% du terrain islandais, va devenir de la calcite, donc une pierre transparente qui s'intègre dans toute cette roche poreuse volcanique qu'on connaît tous. Donc voilà un peu comment la technologie, comment le procédé fonctionne aujourd'hui. Donc c'est hyper différent en fait de ce qui existait jusqu'ici, de capter à la sortie des usines, et ça fait pas non plus le même boulot que quand on plante des arbres, par exemple. Non. Donc si on se place un peu sur cette supply chain, au final, donc nous ce qu'on fait, c'est vraiment capter les émissions dans l'atmosphère. Donc quelque part, je dirais une fois qu'il est trop tard, soit une fois qu'on les a émis parce qu'on ne savait pas ou parce qu'on n'avait pas la technologie, ou des émissions qu'on sait déjà, d'ores et déjà, qu'on va émettre parce que pour certains procédés, certaines actions, il n'y a pas encore de technologie ou de technologie suffisamment disponible, suffisamment à l'échelle pour
pour finalement ne pas émettre. Donc on est très clair sur un bon nombre de choses. La première, c'est que les réductions des émissions doivent venir en premier lieu et de façon drastique. La plupart, je pense qu'on y viendra tout à l'heure, mais la plupart des sociétés avec qui on travaille, en fait, ont des plans climat assez robustes, très généralement validés par Science Based Target Initiative, donc avec, on va dire à peu près une ambition de, à terme, 90% de réduction et 10% de retrait pur. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, c'est une technologie qui est différente et qui ne peut pas être appliquée au carbone capture, qui est donc une famille assez large, mais qui généralement s'applique sur ce qu'on appelle le point source capture, donc la capture au point d'émission lors des procédés industriels, donc à la sortie des usines, que ce soit de l'extraction d'énergie fossile, de la production très intensive en carbone, comme le ciment, l'acier, l'aluminium. Donc là, effectivement, on a une concentration en carbone qui est 20 fois plus élevée, à peu près, que celle qu'on va avoir dans l'atmosphère qu'on respire. Donc c'est pas du tout les mêmes technologies, c'est pas les mêmes procédés, et c'est pas non plus la même philosophie. C'est-à-dire que c'est vraiment de la carbone capture, c'est de la décarbonisation de procédés industriels. Nous, on se situe à l'échelle de l'atmosphère. Donc c'est vraiment toutes les émissions résiduelles, historiques ou inévitables. Ouais. D'accord. Et tu peux nous dire avec quel client vous travaillez, par exemple, en ce moment ? Donc, on a commencé il y a presque 2 ans avec, on va dire, des pionniers du retrait du carbone, donc Stripe et Shopify, qui ont des sociétés qui ont décidé de dédier des fonds spécifiques, on va dire, à une espèce de pépinière des sociétés en faisant des pre-purchase, donc en achetant en avance des crédits qui nous ont permis effectivement de développer la technologie et de l'étendre. Et puis assez rapidement, on a fait partie du premier portefeuille de solutions de Microsoft, donc qui est évidemment une des entreprises qui a le programme le plus ambitieux, donc Net Zero, puis toutes les émissions historiques jusqu'à 2050, avec un degré, on va dire, un peu inégalé jusque-là de scrutiny, donc vraiment de détail et de recherche des solutions qui vont être suffisamment de haute qualité pour fournir la réponse à la magnitude de leurs défis. Ensuite, on va dire tout un spectre d'industries était différent, donc le BCG, The Economist, LGT, qui est une banque du Liechtenstein, une banque privée du Liechtenstein, Ocado, que peut-être certains d'entre vous connaissent si vous avez vécu au Royaume-Uni. Voilà, donc on a tous ces acteurs-là et on continue aujourd'hui à se développer. Je crois que la demande, elle, même si on ne fait pas assez, mais aujourd'hui ce qu'on voit, c'est que la demande, elle va plus rapidement grandir que le supply, que l'offre qu'on peut mettre sur le marché. Et du coup, un de nos gros enjeux, qui a justifié donc notre levée de fonds dernière de 650 millions de dollars, c'est de mettre à disposition du marché qui demande cette capacité. Parce qu'il y en a besoin, et il y a besoin aussi de passer à l'échelle le plus rapidement possible, parce que c'est le facteur numéro 1 de baisse des coûts. Donc ça sera toujours plus cher de retirer le carbone une fois qu'il est dans l'atmosphère que de réduire les émissions, ça c'est clair, et en même temps, heureusement, je crois que ça c'est un point philosophique qui est très important, parce que sinon ça serait une solution, on va dire, un peu tordue, quelque part, à ça. Mais on n'a pas le choix. Même le IPCC, donc le rapport du GIEC en avril, a mesuré ça, donc une gamme assez large, mais entre 3 et 12 milliards de tonnes par an vont devoir être retirées. Donc ça, c'est pas la capture directe dans l'atmosphère seule. Il y a évidemment des solutions naturelles, et des solutions hybrides et des solutions technologiques pour répondre à ça, heureusement. Mais c'est vraiment l'enjeu. Et donc, c'est vraiment, généralement, je dirais, ce qui est peut-être intéressant de savoir, c'est que nous, on fait partie, en général, d'un portefeuille de solutions. On n'y arrivera pas seul, et il y a besoin de toutes les approches, donc des approches qui sont nature-based, des approches qui sont hybrides, des approches technologiques, qui ont chacune un peu leurs bénéfices. Je crois que par rapport à Climeworks, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est la permanence. Donc aujourd'hui, on est sur quelque chose qui se situe à l'échelle géologique, donc les avocats vont dire 1000 ans ou plus, mais au final on le transforme en pierre, donc on n'a pas suffisamment de recul pour savoir, mais on est vraiment sur des échelles de temps géologiques, et c'est l'additionnalité. Donc aujourd'hui, si on ne construit pas une usine, on capture 0. Si on construit une usine,
Voilà, on capture 90%. Le troisième point, c'est qu'on est très science-based aujourd'hui. Et encore une fois, heureusement, il y a une multiplicité de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies qui sont pilotées et qui émergent. Avec fort de 12 ans d'expérience dans le lab, on a aussi cette conscience qu'il faut que ça soit, non seulement qu'on soit rapide, mais qu'on passe à l'échelle des solutions qui soient des solutions de qualité. Donc on a très tôt fait faire une étude de life cycle analysis. Je ne connaîtrais pas l'équivalent en français, d'analyse du cycle de vie. Du cycle de vie de notre solution. Donc on sait qu'on est efficace à 90%. Donc on a 10% d'émissions grises qu'ensuite évidemment on recapture, mais on a une efficacité nette qui est très importante et qui du coup nous permet de quantifier très précisément l'efficacité additionnelle, incrémentale de notre solution. Et on sait, on a designé ça aussi inspiré des dernières technologies qui sont passées à l'échelle, donc un design très modulable. Et donc quand vous verrez les photos, c'est comme des containers maritimes qui peuvent être superposés les uns aux autres, organisés de façon assez efficace, en tout cas en termes d'espace. Donc déjà, on ne va pas aller chercher des espaces arables, des terres arables qui peuvent être aujourd'hui en compétition avec soit des solutions de décarbonation nature-based, soit simplement des solutions d'alimentation pour notre espèce qui continue à grandir en nombre de jour en jour. En Islande, c'est assez aride comme territoire. Par exemple, Orca, donc notre usine que je mentionnais, qu'on a ouvert il y a un peu plus de 6 mois, à peu près 1700 mètres carrés pour 4000 tonnes par an. Donc c'est à peu près 1000 fois plus efficace qu'une forêt. Donc on est quand même sur des échelles, et donc on sait que grâce à ça, on aura suffisamment d'espace dans le sous-sol, suffisamment d'espace pour pouvoir continuer à se développer. Donc l'idée, c'est effectivement d'être sûr qu'on investit, et c'est aussi ce que veulent nos partenaires, enfin nos investisseurs, mais aussi nos clients. Ils soutiennent ce développement pour une solution qui peut passer à l'échelle et qui va être qui peut avoir un impact suffisant. Aujourd'hui, on est très satisfait d'avoir pu ouvrir cette usine aussi rapidement, mais on sait très bien qu'on est vraiment loin du compte. D'accord, et vous parliez, donc du coup on a tous intérêt à ce que ça se développe bien, tu parlais de la difficulté à vraiment construire assez vite finalement la capacité pour répondre au marché qui demande de plus en plus. Il y a un autre roadblock ou un autre truc sur votre chemin qui vous poserait problème. En fait, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour accélérer ? Alors donc, la levée de fonds récente nous permet de voir venir, de pouvoir construire sereinement un peu d'infrastructure, mais bon, on a quand même dans des univers de capex assez élevés. Je crois qu'en fait, il n'y a aucun relâchement à avoir. On voit vraiment ça comme une étape, mais finalement un tremplin, mais il faut continuer à avoir du soutien de toutes parts. Et en ça, le secteur privé joue un rôle primordial. Non seulement de financement avec ses achats de crédit, mais aussi par l'exemple qu'ils peuvent montrer et la confiance que ça peut donner à créer un effet un peu de boule de neige. Je dirais qu'il y a beaucoup de nos clients, ils le font non seulement parce qu'effectivement ils comprennent qu'on a une solution de qualité et que le retrait dans l'atmosphère est quelque chose d'inéluctable finalement en termes de procédés, mais aussi parce qu'ils veulent contribuer à ce scale-up. Je pense qu'une bonne métaphore, une bonne image à avoir en tête, c'est se dire que finalement, c'est une technologie dont on sait qu'on aura besoin, on sait déjà qu'on en a besoin, qu'elle passera à l'échelle à un certain moment, un peu comme l'éolien et le solaire, par exemple. Et donc, on a aussi beaucoup de nos clients qui nous disent, en fait, à l'époque où l'éolien et le solaire étaient développés, on n'était pas forcément conscient, mais maintenant on veut faire partie de cette aventure et on veut avoir notre rôle à jouer. Et donc ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on sait aussi que rien ne sera possible sans des politiques très fortes. L'éolien, le solaire, l'électrique, voiture électrique, la mobilité, en bénéficient aujourd'hui, toujours, moins que les énergies fossiles, mais en bénéficie. Aujourd'hui, on n'est pas un secteur qui bénéficie encore de mécanismes fiscaux, de subventions, etc. C'est encore tout ça est encore en construction. Si on voit des progrès très rapides, ne serait-ce que le prix du carbone dans le EU Trading System a évolué encore plus vite que ce qu'on pensait, mais toujours pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Donc on essaie de voir le verre à moitié plein. Et aux États-Unis, il y a pas mal aussi de progrès. Donc il y a ce côté, on va dire,
carotte, et puis il y a aussi le côté infrastructure. Donc nous, on dépend des capacités d'énergie renouvelable qui soient construites assez rapidement et aux bons endroits, avec des capacités de stockage. Donc l'Islande a été très visionnaire, le gouvernement islandais a été très visionnaire dans ce cadre-là, mais on a besoin que ça se fasse partout dans le monde. On a des pilotes déjà en Oman, des pilotes aux États-Unis, mais pour passer à l'échelle, il faut que ça aille encore plus vite, encore plus loin. Merci beaucoup. Non. Bien sûr. J'ai une question toute simple. C'est quoi le temps de retour carbone? En gros, vous construisez une installation pour amortir le coût carbone de la construction, combien d'années? Alors, je vais répondre en deux volets, parce que je pense que c'est effectivement un point qu'on n'a pas abordé qui est intéressant. C'est déjà, nous, aujourd'hui, donc c'est pas une supply chain établie, d'accord? Donc, de la même façon qu'il faut attendre 6 mois pour avoir sa Tesla, nous, du coup, c'est un petit peu plus longtemps. Il nous faut le temps de construire tout ça, et il faut le temps qu'aussi la nature fasse son effet et minéralise, donc c'est à peu près 2 ans. Donc, on va délivrer des crédits à horizon 6 ans, à peu près. Ce qui, finalement, quand on y pense, est mais plus rapide que planter un arbre aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'il grandisse, il faut qu'il soit suffisamment robuste pour capter ce carbone. Donc ça, c'est un peu l'horizon de temps, parce qu'on a besoin effectivement de construire des usines à un certain rythme. Sur le business model, la deuxième partie de la question, par exemple, une usine comme Orca, on est à peu près à 12 ans, quand on regarde les financials. C'est à peu près 20 ans pour, on va dire, des technologies très établies. Pour nous, c'est à peu près 12 ans. Parce qu'on se dit, après, la technologie aura évolué pour qu'on puisse finalement reconsidérer le site, soit avec plus de containers qui vont permettre la collecte, soit des modules à l'intérieur qui vont être rénovés ou upgradés. Ce que vous dites, c'est donc au bout de 12 ans, vous avez absorbé les émissions qui ont été nécessaires pour faire l'usine. Ah non, pardon. Donc nous c'est 10%. C'est-à-dire que si on regarde toute la chaîne, le design, la construction des... C'est-à-dire que la première année, vous avez fonctionné un mois, vous avez absorbé... Là, c'est 10%, donc c'est 400 tonnes. On capture 4000 tonnes environ par an. Enfin, la capacité de l'usine, c'est 4000 tonnes. Là, on est en phase de rente. Construire cette usine, soit 400 tonnes, c'est très faible. Mais ça j'ai pas de... C'est 400 tonnes par an sur 12 ans. Voilà. Donc, si on regarde par an, la capacité, c'est 4000 tonnes, dont on sait qu'en l'opérant, 400 tonnes vont revenir dans l'atmosphère et 3600 seront minéralisées. Là, on a prévu sur 12 ans. C'est sur 12 ans. Donc, et dans l'analyse de cycle, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que nous, en tout cas, la façon dont on l'a fait de façon très conservatrice, où on a vraiment pris en compte aussi la construction de l'usine. Parfois, il y a des analyses de cycle de vie sur uniquement les opérations. Nous, les opérations, entre le sourcing de l'énergie bas carbone et de l'énergie, on va dire, raisonnable, même si c'est un enjeu de le réduire, évidemment. Et le gros de ces 400 tonnes par an vont venir de la production. C'est des containers en acier. Voilà, on essaie de... Quel horizon de temps il est saturé le sol islandais? Alors, le sol islandais, je crois qu'ils ont 90 ans de capacité d'émission. Donc, non. Donc, non, ils ont 90 ans à peu près d'émission mondiale. Donc, on a le temps. Oui. Ouais. Non, c'est énorme les capacités. Parce qu'on injecte à 2 km. En ce moment, à peu près sous terre, mais on pourrait réduire cette distance ou l'augmenter. Donc il y a encore beaucoup de place. Ça ne sera pas ça la première barrière. mais c'est une bonne question. Alors je vous propose, merci beaucoup, Julie, merci. On a à manger, on a à boire. Je vous propose, si vous avez des questions pour les speakers ou vous avez envie de se quitter, en fait, on reste tous un peu là.